donc on fait focus sur les acquisitions de Snapchat. Donc pour ceux qui ont suivi justement dans cette rubrique un peu des autorités de concurrence et tout, j'avais fait plusieurs articles et le dernier c'est l'article sur Snapchat et c'est comment Snapchat va tuer un peu la concurrence mais sans racheter des concurrents préétablis un peu comme l'a fait Facebook en rachetant Instagram, Messenger ou ce genre, pas Messenger, en rachetant Instagram ou WhatsApp, mais c'est aller racheter des technologies qui empêchent aux autres de se mettre sur le marché. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Donc je voulais qu'on en parle un peu et qu'on fasse un peu le retour comme ça. Donc on y va. Donc il y a déjà eu Zenly pour 300 millions de dollars, hein. Donc ça c'était une boîte française. Qu'est-ce qui a intéressé Snap sur Zenly? Moi à l'époque j'ai bien suivi la chose. Zenly c'était une app qui permettait de savoir où étaient vos enfants en temps réel, hein, et les personnes dont vous êtes, voilà, vous voulez surveiller où ils sont et dont vous tenez à eux. Et en fait, il faut savoir que quand vous faites de la géolocalisation en temps réel comme ça, sur un mobile, ça prend beaucoup d'énergie. Donc généralement, c'est pas possible toute la journée. Donc vous avez des localisations toutes les X quarts d'heure ou toutes les X dizaines de minutes. Chez Zenly, c'était du quasi temps réel et ils avaient réussi à faire ça par une brique technologique. Après, ils avaient créé toute une application derrière, à travers une map, où ça vous permettait de voir en temps réel où étaient vos amis, vos enfants et tout, et de faire les choses. Et donc c'est ça qu'a été racheté Snap. C'est pas du tout la Zenly, l'application en elle-même, et les utilisateurs de Zenly. Non, non. Ce qui a été racheté Snap, c'est le fait que Zenly puisse permettre aux gens d'afficher leur localisation en quasi temps réel sans que ça pompe toute la batterie de leur téléphone. Et ça, c'est une techno qu'avait pas Snap. Et c'est une techno qui avait énormément de sens parce que les jeunes, ils aiment bien savoir, ah, t'es à côté de moi, viens, on va au ciné, machin, truc. Donc ça pouvait être dangereux pour Snap et ça avait du sens. Donc ils ont racheté Zenly. Mais après, ils ont continué. C'est-à-dire une fois que qu'ils ont lancé SnapMap, le but c'est de créer des choses avec SnapMap. Donc ils ont été racheter une application qui s'appelle Street Cred et qui permet aux gens de noter les lieux dans lesquels ils ont été, de dire à ce qu'à cet endroit-là, il y a bien vraiment le magasin ou le restaurant qui est affiché, est-ce que les horaires qui sont affichés sont les bons et tout ça, ça vous permet d'avoir des points, ces points vous permettent d'avoir des bons d'achat, puis de montrer dans le score du jeu, et voilà, vous vous développez. L'intérêt d'avoir acheté Street Cred, c'est à terme, pour le moment ça n'a pas été fait, mais ils sont en train de le faire, d'intégrer Street Cred à SnapMap qui utilise du coup la techno de Zenly et du coup c'est de dire ah bah tiens vous êtes là sur la map, est-ce que le magasin là c'est bien un magasin Zara, est-ce qu'il y a bien tel produit dedans, ce genre de choses. Et du coup vous avez d'énormes manières de monétiser qui vont se mettre en place à travers une map beaucoup plus enrichie, un peu comme vous avez sur Waze avec quand vous êtes en voiture et ce que Google a fait avec Waze. Sauf que là, vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus profond parce que vous n'êtes pas sur l'utilisation d'un GPS en voiture, mais sur quelque chose vraiment qui peut être utilisé en voiture, pas en voiture, à pied, et surtout qui va avoir une optique de capacité à drive to store, c'est-à-dire à amener la personne dans le magasin, qui va être assez considérable. Donc il peut donner beaucoup de valeur à Snapchat. Ce qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce qu'ils rachètent Street Cred? Bah parce que Street Cred, tout seul, ils n'avaient pas le moyen d'aller très rapidement sur une masse critique d'utilisateurs. Savoir où étaient les gens en temps réel, ils n'avaient pas la techno. Et donc en fait, en rachetant Street Cred et en rachetant Zenly, vous créez SnapMap qui a une toute autre ambition et une toute autre vision. Mais quand vous avez racheté Zenly, vous l'avez aussi racheté parce qu'il y avait une traction d'utilisation sur Zenly. Il y avait des gens qui commençaient à utiliser Zenly en parallèle de Snapchat. Donc il y avait un danger pour Snap. Parce que c'était plus facile pour Zenly d'aller intégrer un système de chat et le système des messages éphémères dans Zenly que pour Snap d'aller intégrer la map avec la techno qu'il y avait derrière et les brevets qu'il y avait derrière.
À l'époque, il n'y avait pas encore autant de filtres sur Snapchat. Donc c'est un peu différent. Maintenant, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de filtres sur Snapchat. Donc même si Zenly était en concurrence, il faudrait aussi qu'ils développent les filtres. Pour les filtres, il y a eu des brevets de la part de Snapchat. Donc c'est aussi, voilà. Vous le voyez là, hein. Vous avez le nombre d'utilisateurs actifs, donc vous voyez que vous êtes légèrement au-dessus de 200 millions. Et quand vous comparez à tous les autres acteurs, vous voyez bien que Snap, c'est vraiment tout petit. C'est même plus petit que Twitter, qui est quand même un réseau assez petit. Donc, et la croissance est un peu plus forte sur Snap que sur Twitter, mais pas de beaucoup, hein. Donc vraiment, c'est tout petit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas un réseau social qui va aller vers le milliard d'utilisateurs. Donc ça veut dire qu'il faut créer beaucoup plus de revenus par utilisateur. C'est-à-dire si Facebook a un revenu par utilisateur inscrit de 5 dollars, si Snapchat veut pouvoir tenir dans le temps, il faut qu'ils arrivent à créer beaucoup plus de valeur par utilisateur que Facebook. L'avantage pour Snapchat, c'est que les gens passent plus de temps sur sa plateforme, donc il y a plus de temps pour monétiser les utilisateurs, et que, comme je vous l'ai dit, il y a une vision technologique bien plus poussée. Donc, comme on a vu un peu avant avec la publicité, entre la différence entre la télé et la publicité pour mis dans des jeux consoles, par exemple, bah, vous avez plus de possibilités pour la publicité sur les jeux consoles que à la télé, parce que vous avez plus de personnalisation possible, ce genre de choses. Sur Snap, c'est la même chose qui se met en place. Donc on va le voir avec les autres acquisitions. Donc ils ont fait l'acquisition d'Ariel AI, d'accord, qui est quelque chose qui était utilisé par certains magasins. Ça permettait de faire votre silhouette en réalité augmentée et de vous mettre des vêtements par-dessus. Donc ça, c'était utilisé dans certaines bornes de magasins. Bah, Snapchat, ils ont acheté ça, ils vont l'intégrer dans Snap, et du coup, ça va permettre de modéliser votre avatar dans Snap et potentiellement de faire des choses par-dessus après. On va le voir un peu après. Ce qu'ils ont acheté, c'est un une autre société qui s'appelle Screenshop, qui permet de savoir à travers une photo ou à travers une vidéo ce que les personnes portent et qu'est-ce que c'est comme marque, où l'acheter, ce genre de choses. Donc ça c'est intéressant parce que du coup ça veut dire que par rapport à une photo d'une star ou par rapport à ce qu'il y a dans une story sur Snap, bah, on pourrait intégrer du coup Screenshop pour que la personne puisse savoir quels sont les vêtements que porte l'influenceuse. Elle pourrait automatiquement les essayer sur son avatar créé par Ariel AI, et du coup elle pourrait les acheter dans Snap. Et ça serait quelque chose de très très puissant. Là vous avez une innovation que vous n'avez pas sur Amazon. Le parcours d'achat sur Amazon il est tout petit, parce que vous cherchez sur Amazon, donc vous savez ce que vous cherchez, et entre le paiement et la recherche c'est assez court. Mais là l'avantage c'est qu'il y aurait plus d'achats d'impulsion, ce genre de choses. Donc la valeur est un peu différente. Ils sont allés un peu plus loin, ils ont acheté une autre startup qui s'appelle Voca AI, qui est spécialisée dans l'IA audio. Donc là, c'est par exemple pour quand vous parlez, ce genre de choses, faire en sorte qu'on puisse mettre à terme, ils veulent mettre des filtres sur la parole, ce genre de choses. Donc c'est rajouter des technologies pour faire en sorte que Snap soit toujours plus unique et que du coup, il soit difficilement copiable. Parce que forcément, tous ces filtres, que ça soit des filtres visuels ou des filtres audio, bah, c'est des choses qui sont protégées par des brevets et donc c'est compliqué pour un acteur externe d'arriver en face de Snapchat et de proposer la même quantité de filtres, le même nombre de choses et tout. C'est très très compliqué. Ils ont acheté autre chose pour 500 millions de dollars. Ils ont acheté Wave Optic, qui est le fabricant des verres de leurs lunettes Spectacle, et ça leur permet d'être plus ou moins tranquille sur les applications de réalité augmentée à travers les lunettes, ce genre de choses, et donc de pousser encore plus les Spectacles et la notion très premium qu'il y a à travers cet outil, hein, qui est quand même devenu un outil assez premium et qui permet de grandes choses. Et là, encore une fois, le rationnel de l'achat de Wave Optic, c'était de permettre de limiter l'accès aux verres de Wave Optic aux concurrents de Snapchat et de laisser l'accès en plein aux verres optiques de Wave Optic qu'aux applications B2B. Aux mêmes choses, vous avez exactement la même chose sur
Voca AI. Voca AI, c'est beaucoup utilisé dans les services clients. D'accord? Le but pour Snapchat, c'est de laisser Voca AI vivre sa vie sur les services clients, mais c'est juste de s'accaparer la technologie pour le côté B2B et pour créer des filtres, ce genre de choses, sur le côté B2C, donc sur l'application Snapchat, et de ne pas permettre à, par exemple, Instagram d'utiliser la technologie Voca AI pour permettre d'avoir des filtres dans Instagram, ce genre de choses. Donc ça vous montre un peu la difficulté. Pourquoi? Parce que par exemple, bah, l'achat de Wave Optic, c'est anti-concurrentiel. Une partie du but de Snapchat, c'est de faire en sorte que les concurrents ils aient pas accès à la techno de Wave Optic. Mais c'est aussi une meilleure intégration de Wave Optic pour permettre une amélioration des spectacles et pour permettre de créer plus de valeur et de créer une toute nouvelle manière de créer de la valeur dans Snap. Donc la question c'est qu'est-ce qui est le plus prépondérant quand vous faites un choix? Bah, c'est très compliqué et on peut même aller beaucoup plus loin. On remonte au début, d'accord? Parce que je pense que c'est le plus parlant. Ils rachètent Zenly. On leur dit oui, mais c'est pour. Comme vous avez des utilisateurs qui utilisent Zenly et qui utilisent Snap, c'est parce que vous avez remarqué que certains utilisateurs de Zenly c'était des utilisateurs de Snap et que de plus en plus d'utilisateurs de Snap utilisent aussi Zenly. Donc vous pensez que Zenly c'est un risque pour vous? Oui, mais c'est aussi parce que créer une map dans Snap, ça a de l'intérêt, ça permet de créer toute une nouvelle panoplie de monétisation qui permet à la société de créer de la valeur, comme on l'a vu avec après le rachat de StreetCred. Donc c'est toujours très compliqué de se dire, l'achat de votre concurrent, il est fait purement pour limiter la concurrence. Généralement non. Généralement il est fait pour limiter la concurrence, c'est parce qu'il a du sens. Donc c'est très compliqué pour le régulateur. C'est très très compliqué. C'est pas comme. C'est pas du tout comme par exemple Starbucks qui se dit je veux racheter tous les cafés du quartier pour être le seul à avoir des cafés. Et quand ils vont faire le. Quand ils détiennent 80% des cafés du quartier, quand ils vous disent je vais racheter les 10% restants, enfin 10% qui restent sur les 20% restants, bah là le législateur peut dire mais ça a aucun sens. Votre marque elle est déjà bien établie et tout, c'est juste pour limiter la concurrence. Et là c'est facilement étayable. Mais dans l'univers digital, c'est difficilement étayable parce que vous avez toujours moyen de construire des choses par-dessus ce que vous rachetez. Et donc c'est des Lego. Et donc c'est compliqué d'aller dire pour le législateur d'aller prouver que votre achat du Lego rouge, c'est vraiment purement pour que quelqu'un construise pas un château autour de, enfin, en face du vôtre. C'est très compliqué. Parce que souvent, cette brique rouge, elle peut avoir du sens dans votre château que vous êtes déjà en train de construire. Donc c'est pour ça que moi je pense que au niveau législatif, on se fait très peur sur les GAFA, mais je pense que c'est quelque chose qui mettra beaucoup de temps avant d'avoir une législation qui permette vraiment de contrer ces acteurs. Parce que la manière dont la législation est écrite maintenant ne permet pas d'identifier optimalement euh, la stratégie de ces gens-là. Et donc de leur mettre des limites. Donc ça demande une réécriture de la loi. Et donc forcément vous êtes sur un processus législatif qui est assez long. Parce que si vous voulez réécrire une loi, même si, disons, elle est parfaitement écrite dès le début, et elle met des limites claires, bah, il faut le temps que ça passe au Congrès aux États-Unis, chez nous que ça passe au Parlement, que les mecs mettent leurs amendements. Bon, forcément, comme vous savez, les GAFA et tout, ils vont faire du lobbying et tout, donc c'est minimum 2 ans. Et ça, c'est si vous êtes, tout le monde est d'accord et que ça se passe ultra bien. Mais sinon, si ça se fait petite touche par petite touche, ça veut dire qu'en gros, vous êtes sur un cycle de 10 ans. Donc tous ceux qui se font peur en disant demain Facebook va être découpé, Amazon va être découpé, Google va être découpé, vous voyez bien que vous êtes sur un cycle de 10 ans. Donc cette peur, elle n'a pas de lieu d'être. Enfin, la création de valeur sur 10 ans, elle va être bien plus importante. Mais c'est normal que vous vous fassiez peur. Parce que quand une entreprise est trop belle, montre trop de valeur et a créé trop de valeur par le passé, on a tendance toujours à se dire, bah, le plus beau est passé et voilà, si je rentre maintenant, je vais rentrer trop tard. Mais c'est pas forcément vrai. Peut-être que Amazon, Google et ce genre de boîtes ont beaucoup de valeur à créer dans les 10 prochaines années. Moi, je pense qu'elles ont encore beaucoup de valeur à créer et qu'elles vont pas être limitées par l'aspect législatif encore maintenant.
ou que la limitation va être petite touche par petite touche. Donc elle sera gérable dans la vie quotidienne des sociétés. Il y a des choses qu'elles pourront plus faire, d'autres qu'elles pourront faire, et puis ça ira petit à petit, et puis on ira crescendo. Mais elles auront le temps de s'adapter. Vous avez un autre problème. Alors là, j'ai fait le choix de prendre chez Snap, c'est des achats technologiques. C'est à part Zenly qui avait quand même une communauté, mais c'était quand même une communauté assez limitée, hein, parce qu'il y avait quelques millions d'utilisateurs, pas beaucoup plus. C'est des achats de techno. Et donc du coup, il y a autre chose qui est compliquée, c'est que la manière de faire des GAFA, c'est de racheter assez souvent des sociétés de deep tech. Donc la deep tech, c'est quoi? C'est le croisement, voilà, entre l'ingénierie, le design et la science avancée. Et le croisement de ces trois domaines vous donne la deep tech. Donc vous avez l'IA, toutes ces choses-là et tout ça. Donc en fait, c'est assez complexe parce que si par exemple vous créez une société d'IA à l'heure actuelle, d'accord? Vous êtes diplômé de Polytechnique, vous créez une société d'IA. Bah en fait, vous allez avoir besoin de beaucoup d'argent. Parce que les compétences valent cher, le temps de développement est long. Quand vous allez créer votre produit, soit vous créez un produit qui va très rapidement aller sur le marché. Donc typiquement, vous créez, voilà, vous créez une IA d'analyse du rendement des panneaux solaires, ce genre de choses. Voilà. Et vous allez la vendre assez rapidement. Et votre time to market, il est assez faible. Mais si vous êtes sur des trucs de très grande rupture, donc par exemple de la conversation, des IA de conversation, entre par exemple vous et une IA, et ça vous permet de faire des conversations pour, voilà, quand vous allez pas bien, ce genre de choses. Ça, c'est très poussé comme technologie. Donc vous allez mettre beaucoup d'argent. Et votre time to market, c'est-à-dire le temps avant d'arriver à un marché et d'arriver à une monétisation, est très long. Donc ça veut dire que beaucoup de gens vont devoir mettre beaucoup d'argent dans votre boîte avant même que vous ayez une capacité de rémunérer quoi que ce soit et même d'afficher le moindre chiffre d'affaires. Vous êtes vraiment comme dans les biotech là. Sauf que dans les biotech, c'est qu'une fois que vous avez réussi, bah, tout de suite vous allez vers la commercialisation et vous allez très vite réussir à afficher du chiffre d'affaires. Or, en plus, là, dans ces technologies d'IA, vous allez mettre beaucoup de temps à créer votre technologie et votre IA. Et une fois que vous l'avez créée, qu'elle est bonne et que vous êtes sur le marché, c'est pas dit que du jour au lendemain, le marché va adopter votre technique. Alors que, au niveau des médicaments, c'est déjà un peu plus simple. Même si ça reste compliqué, c'est déjà un peu plus simple. Donc, qu'est-ce qui se passe qui a fait qu'il y a de plus en plus de sociétés qui se sont lancées dans la deep tech? C'est que les VC ont investi massivement dans la deep tech. Et pourquoi est-ce qu'ils ont investi massivement dans la deep tech? Parce qu'une partie du rendement de ces ventures capitalistes-là, c'est de se dire, si on a une bonne technologie, on va être acheté par les GAFA ou par d'autres acteurs. Donc, une partie de la raison d'être de créer une technologie de rupture, c'est d'être acheté par les GAFA. Mais si vous dites aux GAFA, vous n'avez plus le droit de racheter de technologie de rupture. Parce que ça empêche la concurrence de naître. Mais en fait, vous allez limiter l'émergence de ces technologies. Parce que beaucoup de VC vont aller voir le mec et vont lui dire, tu veux faire une IA conversationnelle? Bah c'est bien. Sauf que ça va te coûter 10 ans de développement. Qu'après, il faut trouver les gens qui sont prêts à payer. Ou la manière de monétiser ton IA. Donc ça veut dire qu'on est un cycle sur 15 ans et qu'il va falloir qu'on investisse pour avoir quelque chose de correct, un minimum 1 milliard, 1 milliard 5. Plus personne va y aller. Alors qu'en fait là ce qui se passe c'est que la société va passer des jalons d'étape, va créer des brevets et les VC peuvent se dire si on a prouvé que la technologie et que les gens à qui on a fait confiance ils ont une très bonne technologie, les mecs comme Facebook qui peuvent arriver, ils peuvent dire votre technologie est vachement bien, on vous donne 3 milliards. Donnez-nous tout et on va incorporer tout à notre IA conversationnel Messenger et du coup tout de suite ça aura de la valeur. Et du coup vous voyez bien la complexité de la chose. C'est-à-dire si vous êtes trop restrictif sur l'achat de technologie de la part des GAFA, bah, vous allez limiter la création de ces technologies-là. Et là on parle bien que des technologies de rupture. Si vous voulez racheter des concurrents qui ont 10 millions d'utilisateurs, c'est différent. C'est autre chose. Mais si vous achetez vraiment une technologie, et il y a beaucoup de gens qui se plaignent du fait que les GAFA soient des gens qui achètent souvent des technologies pour limiter la concurrence, mais le problème c'est que s'ils n'étaient pas acheteurs, il n'y aurait pas d'acheteurs. Et du coup, il n'y aurait pas d'équilibre dans la création de valeur de ce marché. Et donc, il n'y aurait pas d'investissement. Donc, encore une fois, ça vous montre à quel point pour le législateur c'est compliqué. Parce que si du jour au lendemain il dit bah, les GAFA ils n'ont plus le droit de faire d'acquisition,
l'investissement dans l'IA et tout ça, ce genre de choses s'effondre. Et du coup, il y a plein de choses qui vont en découler, qui vont s'effondrer. Parce que par exemple, l'investissement dans l'IA qui s'est fait il y a un certain nombre d'années, maintenant on utilise de plus en plus l'IA pour optimiser l'énergie. Mais l'optimisation de l'énergie avec l'IA, c'est-à-dire savoir à quel moment il faut délivrer de l'énergie, où il faut mettre l'éolienne optimalement pour pallier au fait que l'éolienne soit une énergie intermittente, ce genre de choses, et toutes ces nouvelles briques, c'est des choses qui ont été en partie développées parce que Google, Facebook et tout ont créé certaines briques de base de l'intelligence artificielle qui sont utilisées par ces gens-là qui l'utilisent pour une application industrielle. Et c'est pas dit que si Facebook, Google et tout avaient pas mis d'argent par acheter des gens dans ce domaine, on aurait créé ces briques de base et que du coup quelqu'un aurait pu venir et créer des briques industrielles par-dessus ces briques de base. Donc vous voyez bien que l'idée vendue que les GAFA sont mauvais, qui payent pas les impôts, leur juste valeur des impôts, c'est très bien. Ça marche bien sur la télé quand on vous l'affiche. Ça marche bien quand on voit les petits patrons des PME françaises qui vont se plaindre de Google et tout. Mais quand on regarde la globalité du système et les imbrications des choses, on se rend compte que c'est pas très simple. C'est très très compliqué. Donc vous avez peu de chances qu'il y ait quelqu'un qui arrive du jour au lendemain et qui vous dise vous n'avez plus le droit de faire ça. Même en Chine, à mon avis, vous aurez assez peu souvent ça. Vous aurez une vision beaucoup plus agressive de la chose parce que les Chinois sont plus agressifs et ils ont pas, enfin, ils ont assez peu de scrupules à faire mourir une boîte et en faire ouvrir une autre et entre guillemets à tondre les investisseurs. Ça les dérange pas du tout les Chinois. Mais aux États-Unis et en Europe, c'est pas comme ça. Donc vous devez avoir un certain équilibre. Et donc cet équilibre, forcément, il se construit que dans le temps. Donc cet aspect vraiment de législatif, c'est un risque à long terme, mais il faut bien que vous le voyez comme un risque à long terme. C'est pas du jour au lendemain, on va vous dire bah, Google va être découpé et ça va ouvrir en faisant moins 50% à Wall Street. Non, 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 non. Ça, c'est ce que vous vendent certains qui fantasment. Mais vous avez peut-être plus de chances que sur 5 ans, Total ouvre à moins 50% un jour parce un puits de pétrole aura explosé, ce qui peut arriver parce que les accidents arrivent, ou qu'il arrive un accident à une centrale nucléaire de EDF et que la société ouvre à moins 50%, que ce que un jour les Américains disent on découpe Amazon et les actionnaires d'Amazon ils sont marrons et entre guillemets votre action elle vaut 2 fois moins. Donc, mais par contre, on vous parle plus souvent du risque qu'il existe que ce pseudo signe noir qui pourrait arriver sur Facebook arrive, plutôt que le fait qu'il puisse y avoir un accident sur un puits de pétrole de Total. Pourtant, au niveau des chances, vous avez plus de chances qu'il arrive un accident sur les puits de pétrole de Total. À court terme, et même à moyen terme. Mais on vous en parle pas. Et vous en entendrez pas parler sur BFM ou sur ce genre de choses. Parce qu'on aime se faire peur sur des choses sur lesquelles il faut pas se peur, et on n'aime pas se faire peur sur des choses sur lesquelles il faut vraiment qu'on se fasse peur. C'est l'esprit humain, c'est compliqué. Mais une fois que vous avez fait ce travail-là, ça vous débloque une création de valeur pour analyser les sociétés qui est dingue. Parce qu'une fois que vous avez mis de côté ces aspects de peur qu'ont tous les gens et voilà, vous êtes libre de réfléchir un peu autrement et de créer énormément de valeur. Et c'est la manière de réfléchir de Warren Buffett. Il réfléchit à très long terme. Et du coup, il y a certaines choses qui lui font pas peur à court terme. Parce qu'il réfléchit dans le long terme.